Salut Thomas. Alors aujourd'hui, je suis content qu'on fasse cette interview parce que donc je me rends bien compte que bon, quand on parle de santé, on parle beaucoup d'alimentation, hein, donc c'est un sujet qui est important, l'alimentation. Mais je me pose la question parce que je sais que tu as écrit un livre sur l'alimentation idéale des jeunes. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que c'est la base, les jeunes, la jeunesse, c'est la base. Et on parle beaucoup d'alimentation, mais on ne parle pas vraiment d'alimentation qui pourrait s'adapter aux jeunes aujourd'hui. Et moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on va dire aux jeunes, buvez des produits laitiers et on leur donne ce genre de céréales à manger pour le matin. C'est ça qu'on leur dit qu'il faut manger aux jeunes. Donc Tu toi, remercieras ton père de notre part. ouais. Donc voilà, justement, si tu peux donner ton avis, toi, parce que tu as écrit un livre, donc voilà, on aimerait bien t'écouter sur le sujet des jeunes, l'alimentation des jeunes. Voilà. Ouais. En fait, il y a un paradoxe dans le titre parce que l'alimentation idéale des jeunes, normalement, je l'ai mis, mais bon, le titre est comme ça. Mais en fait, normalement, il ne devrait pas y avoir une alimentation spécifique pour les jeunes, dans la mesure où un jeune, ça mange comme un adulte avec des variantes en termes de quantité. Un enfant de 5-6 ans va manger un peu moins qu'un adolescent et un adolescent va manger un peu plus qu'un adulte en ce qui concerne peut-être les protéines et les glucides en fonction de son activité. Surtout s'il fait du sport, etc. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'alimentation spécifique des jeunes et on ne devrait même pas parler d'alimentation idéale des jeunes. Mais pourquoi on fait aujourd'hui, on est amené à parler d'alimentation idéale des jeunes? C'est pour trancher par rapport à l'alimentation délétère que l'industrie agroalimentaire propose aux jeunes. En fait, c'est uniquement pour ça. Parce qu'autrement, s'il n'y avait pas ce problème d'alimentation dédiée aux jeunes, à la limite, moi, je n'aurais pas eu de raison d'écrire ce livre. Et en fait, c'est pour contraster avec l'alimentation qui est dédiée aux jeunes. Parce en l'occurrence, il y a réellement une alimentation qui est dédiée aux jeunes, qui est assez caricaturellement, comment on dit? Caricaturellement. Comment? Caricaturellement. Voilà. Caricaturellement. Voilà, c'est ça. En ce qui concerne l'alimentation des jeunes, c'est bien représenté par les fast-foods. Ouais, c'est clair. Et ce qui se passe, c'est que les jeunes qui vont pas dans les fast-foods, eh bien, ils vont essayer d'avoir ce genre de schéma alimentaire chez eux, sous forme de pizza, sous forme de steak frites, etc. Et, et je crois que c'est pour ça que c'est intéressant de faire un zoom sur leur alimentation et de s'intéresser aux détails, dans le détail pour voir si c'est une alimentation adaptée ou pas. Alors évidemment, si on pose la question, ben, c'est que c'est une alimentation qui n'est pas adaptée. Alors elle n'est pas, en règle générale, si on considère que l'alimentation des jeunes, c'est les fast-foods, c'est les steaks frites, c'est les sodas, c'est les hamburgers, c'est les frites, est-ce que tu as encore d'autres idées à me proposer pour l'alimentation des jeunes? C'est à peu près ça en règle générale. Ouais. Puis les céréales, surtout le matin, comme je montrais le paquet de Kellogg's, quoi. Ça va être beaucoup ça pour le matin, par exemple. Voilà, après Des il peut y variantes. avoir ce genre d'aliments pour le petit déjeuner, mais grosso modo, pour le C'est repas de ça. midi et le repas du soir, on est dans ce genre d'aliments. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut remettre en cause? Déjà, en règle générale, c'est une alimentation qui ne respecte pas le sacro-saint régime équilibré qui est mis en avant par les diététiciens, Ouais. où en fait, quand on parle de régime équilibré, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, il faut qu'il y ait toutes les classes alimentaires qui soient représentées. Donc des crudités, crudités légumes à l'intérieur d'un repas, crudités fruits, les fruits on les prend loin des repas. Donc crudités légumes, ensuite, une part de glucides, une part de protéines. Alors, les glucides, ça sera des céréales, des féculents, des pommes de terre. Les protéines, ça sera de la viande, du poisson, des œufs, voilà, ou de la volaille, ou de la charcuterie. Bon, bah, ça, on pourra en discuter après. Et après, un petit dessert. Alors, c'est vrai que ça serait le schéma classique, le schéma normal.
Et c'est pas vraiment ce que c'est pas vraiment ce que tous les jeunes mangent à midi, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui mangent dehors, à l'extérieur de leur domicile. Et quand on regarde de près comment ils s'alimentent, moi j'en vois beaucoup qui, quand ils sont à l'extérieur, c'est des pizzas, c'est des sandwichs, etc. Alors c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on ne peut pas forcément avoir le meilleur équilibre alimentaire, mais il y a des erreurs fondamentales qu'on pourrait éviter. Alors déjà, les erreurs fondamentales que je crois qu'il faudrait éviter, c'est la consommation de glucides de mauvaise qualité, c'est-à-dire le pain raffiné pour le sandwich, le pain blanc. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui est représenté par le hamburger, c'est un pain mou, un pain blanc. Et alors, ce pain, il pose un problème parce qu'il a un indice glycémique élevé. Et il faut savoir que les aliments à indice glycémique élevé provoquent de l'hyperglycémie, c'est-à-dire une grosse quantité de sucre dans le sang, qui est suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. Quand ça monte trop, et ensuite ça descend trop, et ensuite le sucre descend au-delà du seuil du taux normal de glucides dans le sang, et ensuite on est en hypoglycémie, et de nouveau on mange. Et il faut savoir aussi que l'apport de glucides importants, ce n'est pas que ça, c'est aussi les frites, c'est aussi les desserts très sucrés. En règle générale, ce sont des aliments qui sont très riches en graisse ou très riches en sucre, ou les deux. Alors, et ça, rien qu'en soi, ça pose un problème. Et d'ailleurs, j'ai étudié les vidéos d'un alors il est neurologue et neurochirurgien, c'est le docteur Blaylock. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de regarder ses vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs vidéos sur l'aspartame, sur le glutamate, sur les additifs alimentaires. Et il en a fait aussi sur les conséquences des aliments hypoglycémiques, des aliments hyperglycémiques, puisque l'hyperglycémie favorise l'hypoglycémie réactionnelle et ainsi de suite. Et il faut savoir que beaucoup de comportements d'agressivité, voire alors des comportements d'agressivité ou un manque de concentration, le manque de concentration, l'agressivité et voire la délinquance, c'est-à-dire que là on est dans un cran supérieur puisque on est dans des comportements délictuels. Eh bien, ce neurochirurgien s'est intéressé, par exemple, à des populations jeunes ou pas jeunes qui étaient en prison. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes qui avaient commis des délits graves l'avaient fait dans des moments de grosses perturbations au niveau neurologique. Et il faut savoir que une personne qui est en hypoglycémie, l'hypoglycémie provoque des réactions neurologiques semblables à une personne qui est dans un état de crise. Et en fait, d'ailleurs, ça provoque des états de déséquilibre neurochimique très graves, avec des perturbations très graves de la chimie du cerveau et passage à l'acte. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce neurochirurgien s'est intéressé à différentes populations qui avaient commis des actes délictuels, et la très grande majorité était en hypoglycémie de manière chronique. Voilà. Et donc, en fait, l'hypoglycémie, c'est quelque chose qui paraît complètement anodin comme trouble de santé, alors que ça peut avoir des conséquences gravissimes sur le comportement des jeunes ou des moins jeunes. Donc, en fait, favoriser une alimentation, comme c'est le cas aujourd'hui, des jeunes qui est très riche en sucre et en graisse. Alors, pour les graisses, ça va favoriser les troubles métaboliques, la cellulite, la prise de poids, etc. Bon, ça aura aussi des actions neurologiques parce que si on manque de certains acides gras oméga 3, on sait que les acides gras oméga 3 équilibrent les fonctions cognitives et certaines fonctions neurologiques, entre autres d'ailleurs l'humeur, puisque les fameux oméga 3 se transforment en EPA-DHA, et le DHA se transforme en acide carbonique, qui est un acide gras qui est très important pour l'équilibre nerveux des cellules. Mais en ce qui concerne l'alimentation des jeunes,
les éléments qu'il faut corriger, en règle générale, c'est une alimentation qui est dénutrie, une alimentation qui est pauvre en nutriments, dont la densité nutritionnelle est faible. Alors, quand on parle de densité nutritionnelle, ça veut dire que malgré la quantité importante en volume, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, mais il y a peu de nutriments indispensables au bon fonctionnement du cerveau, au bon fonctionnement de l'organisme. En l'occurrence, c'est des vitamines du groupe B, des vitamines, des minéraux, des enzymes, toutes sortes de molécules qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du métabolisme de l'organisme. Donc, en règle générale, l'alimentation des jeunes est une alimentation qui est trop sucrée, trop de graisse, pauvre en nutriments. Et voilà, je pense que c'est vraiment la critique qu'on peut faire. Et très souvent, l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire toutes les classes alimentaires, ne sont pas présentes. Et la classe qui est la moins bien représentée pour les jeunes, en l'occurrence, c'est les crudités, légumes et les fruits. Alors, je ne dirais pas les fruits, puisque les fruits, il ne faut pas les consommer au moment du repas, surtout si c'est des fruits aqueux, c'est-à-dire qui contiennent de l'eau et des acides. Ces fruits-là, comme la pomme, la poire, la cerise, l'abricot et surtout les agrumes, sont à consommer loin du repas, vers 16h ou 17h par exemple, après une digestion et entre le repas de midi et le repas du soir par exemple. D'accord, j'ai une petite question juste avant d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de manger un fruit avant justement le repas? Avant, c'est pareil pour toi? Oui. Non, mais le problème de avant, c'est que comme un fruit va rester 2 heures dans l'estomac, si c'est avant, ça serait minimum 2 heures. Ah oui, d'accord. 2 heures ou 3 heures. Parce qu'un fruit, c'est pas parce qu'un fruit contient des sucres simples et voilà et des molécules qui ne sont pas trop complexes, il y a quand même de la cellulose et cette cellulose va demander un certain temps de digestion. Par contre, c'est vrai qu'un jus de pomme ou un jus de carotte, au bout de 20 minutes, une demi-heure, passe dans le sang parce qu'il n'y a pas de cellulose. Mais un fruit complet, c'est plus complexe. Voilà. Et alors, en fait, voilà, pour en revenir à l'alimentation des jeunes, donc on a vu l'équilibre alimentaire, on a vu la notion de qualité alimentaire. Il y a une notion qui est très importante et qui est souvent pas respectée, c'est la notion d'association alimentaire compatible et incompatible. Beaucoup de jeunes boivent des sodas, boivent des Coca-Cola, des aliments d'ailleurs qui sont hyper sucrés en règle générale, qui contiennent la caféine, donc c'est déjà à remettre en cause. Mais au-delà de ça, parce que ce sont des aliments qui sont concentrés en sucre, souvent aussi en acide, il y a certains acides contenus par exemple dans le Coca-Cola, qui peuvent inhiber la digestion. Et ensuite, beaucoup de jeunes s'étonnent d'avoir beaucoup de troubles digestifs, de ballonnements, de gaz, etc., ou d'éructation. Eh bien, c'est en relation avec ces mauvaises associations alimentaires. Boire des sodas, boire des Coca-Cola, tout ce qu'on veut, ou des limonades, ou des jus de fruits, même s'ils sont bio, à l'intérieur d'un repas, c'est vraiment déconseillé parce que c'est à l'origine de troubles digestifs. Qui va ensuite faire que le bol alimentaire va mal se dégrader ou va se dégrader de manière nocive et engendrer toutes sortes de problèmes à distance. Ça peut être de l'acné, ça peut être toutes sortes de pathologies d'élimination puisque le bol alimentaire a été un peu corrompu, on va dire que ça. Donc en fait, ce qui est très important, c'est d'avoir une attention particulière sur l'équilibre alimentaire, sur la qualité alimentaire, sur les temps de digestion, sur les associations alimentaires compatibles et incompatibles. Alors quand je parle de temps de digestion, ça veut dire qu'après un repas, et ça je l'avais déjà dit, il est important de laisser une période de 3-4 heures pendant laquelle on ne mange pas, ou on boit très peu. Si on boit après un repas, c'est 2 heures après. Autrement, on va déranger la digestion en cours. Voilà, qui est un processus chimique qui demande d'être laissé tranquille. Il faut savoir que beaucoup de jeunes font ce qu'on appelle le grignotage intempestif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de manger 15-20 fois durant toute la journée. Ils mangent au repas, ils mangent avant, ils mangent après. Alors, quand je dis ils mangent, c'est pas forcément à chaque fois un repas, c'est un bounty, un chocolat, cacahuètes, etc. Et ça, en fait, ça va forcer la digestion à être le système digestif à être constamment sollicité. En plus de ça, il faut savoir que quand une digestion est en cours, le fait d'incorporer un nouveau aliment va modifier toute la chimie
qui a été spécifiquement adapté en quantité et en qualité par rapport au bol alimentaire. Et le fait de rajouter des aliments en cours de digestion va créer beaucoup de troubles de la digestion, va provoquer ensuite des dysbioses, c'est-à-dire des déséquilibres de la flore intestinale. Et ensuite, on pourra avoir des écoulements du nez, des rhumes, des sinusites, de l'acné chez les jeunes, toutes sortes de troubles d'élimination qui sont en relation avec des digestions incorrectes qui ont été mises à mal à cause du grignotage intempestif. Donc en fait, ça c'est vraiment manger des bonbons ou quoi que ce soit entre les repas de manière constante, comme beaucoup de jeunes le font, ou avec des sodas, eh bien c'est vraiment délétère et c'est vraiment des attitudes à corriger. Il faut savoir que tous ces déséquilibres alimentaires, non seulement auront des conséquences en termes de pathologies d'élimination comme l'acné, où on pourra avoir même un psoriasis, on pourra avoir même des maladies cutanées beaucoup plus graves. Et au-delà de ça, c'est l'équilibre nerveux qui est remis en cause. Il faut savoir que lorsqu'on a des digestions incorrectes, c'est à l'origine de toxiques qui peuvent avoir une action sur le système nerveux et rendre les personnes concernées nerveuses ou avec des tempéraments instables. Ouais, d'ailleurs, voilà. Parce qu'on voit aujourd'hui comment les jeunes, ils ont de plus en plus de maladies nerveuses, psychiques, ou enfin qu'on pourrait clarifier de psychique. Et justement, il y a un lien en fait par rapport à l'alimentation et le fait que... Alors, tout à fait d'accord, parce que l'équilibre psychique dont tu parles, ou l'équilibre mental, en fait, demande énormément d'éléments pour équilibrer le cerveau. Il faut des acides gras de la famille oméga 3, oméga 6 aussi, mais surtout oméga 3, les fameux EPA, DHA, il faut des vitamines du groupe B, il faut des acides aminés, qui sont les précurseurs de certains neuromédiateurs, qui équilibrent l'humeur, comme la sérotonine, et l'acide GABA, l'acétylcholine, etc. Alors, en fait, il faut savoir que dès qu'on a des carences dans certains nutriments, ça va avoir toutes sortes de conséquences. Donc, par exemple, on va avoir un manque de concentration, on va avoir des déficiences au niveau de la mémoire, on aura des instabilités au niveau de l'humeur. En fait, se permettre de manger des aliments de piètre qualité, déséquilibrés, raffinés, et en plus de ça, ne pas respecter les temps de digestion et les associations alimentaires, c'est la porte ouverte à énormément de troubles à distance, soit des pathologies d'élimination sous forme cutanée, ou bien on peut avoir une bronchite, on peut avoir aussi la sphère pulmonaire touchée, c'est-à-dire on peut avoir des problèmes ORL aussi. Beaucoup d'ailleurs de personnes qui grignotent de manière intempestive ont des problèmes ORL, c'est-à-dire des rhinopharyngites, où on peut avoir même une otite, c'est-à-dire une atteinte de l'oreille moyenne, puisque l'oreille moyenne est en relation avec le rhinopharynx par la trompe d'Eustache. Donc s'il y a une inflammation, ça peut se propager, puisque la muqueuse, en fait, ce n'est qu'un seul tissu qui communique avec tous les organes, qui relie les organes entre eux, en fait. Comment on fait? On a une peau qui, extérieurement, couvre tout notre corps à l'extérieur. Eh bien, on a l'équivalent, c'est la muqueuse, qui est un seul tenant, qui ensuite s'étale sur tout le tube digestif, et jusqu'aux yeux, jusqu'aux oreilles, jusqu'au rhinopharynx, etc. Voilà. Donc il y a un problème en fait de variété. En fait, avant de viser même une alimentation type peu importe, c'est en fait le fait que déjà on n'a pas assez de variété dans notre alimentation et comme tu disais tout à l'heure, on favorise beaucoup les produits transformés, notamment les céréales transformées d'aujourd'hui, quoi. Alors, oui, voilà, c'est ça, parce que quand je parle d'une alimentation de piètre qualité, c'est que la majorité des jeunes ont tendance à acheter des aliments, voilà, c'est ça, des aliments qui ont été déjà transformés ou qui viennent de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire des plats préparés, etc. Et c'est vrai que le réflexe qu'il faudrait avoir, c'est que ce soit les jeunes ou les moins jeunes,
c'est investir du temps et de la volonté dans une alimentation que l'on réalise soi-même, c'est-à-dire acheter des fruits, des légumes et faire des repas à partir d'aliments de bonne qualité, plutôt de saison, plutôt de la région. Je suis d'accord, mais ce sont des réflexes qu'on a tendance à perdre. Alors c'est vrai que aujourd'hui, après on va me dire, mais est-ce que ces conseils sont adaptés aujourd'hui avec la société d'aujourd'hui, avec les besoins d'aujourd'hui? Parce que ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on mange plus souvent, beaucoup de gens mangent plus souvent à l'extérieur qu'il y a 30 ou 40 années en arrière. Cependant, c'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on est obligé de sacrifier le repas de midi ou le manger ou le consommer le sacrifier en termes de qualité en fait. Et c'est très bien, on pourrait très bien soit le préparer d'avance, préparer quelques crudités dans un emballage en plastique ou en verre, préparer une petite salade avec un peu de riz, un œuf à la coque ou un œuf dur, ou voilà, une cuillère à soupe d'huile de noix ou d'olive, et là on aurait un repas de bonne qualité. Oui, vas-y. Non, j'étais justement d'accord avec toi, je disais, c'est clair, voilà. on peut donner le temps. Quoi. Et après quand on est à l'extérieur et qu'on n'a pas préparé quelque chose, eh ben, on n'est pas obligé de prendre le fameux steak frites ou steak frites avec un soda, ou voilà, moi je trouve que c'est aberrant. Et là, il y a quelque temps, je discutais avec un jeune qui travaille dans un fast-food, et quand je lui parlais de la piètre qualité des aliments de ces restaurants, eh bien, il était étonné, il tombait des nues, mais il m'a dit, moi je comprends pas, ce sont des frites, bon. Et on voit bien qu'il y a un manque, de connaissances qui est un manque de culture ou de connaissances élémentaires, et c'est l'apanage de beaucoup de jeunes. Et je crois. Comment? On n'a pas appris aussi, on ne nous apprend pas tout ça. On nous voilà. Pas, donc... Alors, il ne s'agit pas de mettre les jeunes à l'index, parce que je pense que s'il y a une responsabilité, c'est pas trop eux qui sont à remettre en cause, même si eux ont intérêt de se remettre en cause pour leur propre santé. Voilà. Et c'est vrai que c'est un manque d'information qui me paraît aberrant. C'est à l'école qu'on devrait apprendre ça, ou à l'école, ou dans le cadre familial. Le problème, c'est qu'à l'école, très souvent, les professeurs ou les instituteurs ne sont pas forcément d'ailleurs eux-mêmes renseignés. Donc, on peut enseigner ce qu'on ne connaît pas. Et d'autre part, à la maison, c'est pareil aussi. Si les parents ne sont pas très sensibilisés par ce genre de problématiques, évidemment qu'il n'y aura aucune correction faite ni à l'école, ni dans le cadre familial. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est aberrant. On est dans un paradoxe. Aujourd'hui, on est dans une société où l'accès à la connaissance est très simplifié par rapport aux générations précédentes. Aujourd'hui, le savoir est mis à la disposition de n'importe qui. Le problème, c'est que, et c'est bien, Internet est très intéressant à ce propos, c'est que il y a tellement de connaissances, il y a tellement de savoir, il y a tellement d'informations qui se côtoient sur Internet que une personne qui n'a pas de filtre, qui n'a pas quelqu'un ou quelque chose qui lui indique comment faire le tri, eh bien, il va se dire pourquoi cette information est meilleure que celle-ci ou meilleure que celle-là. Et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que l'information aujourd'hui, en ce qui me concerne par exemple, je sais que j'ai une grande facilité à aller sur Internet, à trouver toutes les informations que j'ai, mais j'ai un canevas, j'ai une ligne directrice. Je ne vais pas aller chercher n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est vrai que si on n'a pas un minimum de structure, eh bien, cette information qui est soi-disant abondante, eh bien, on n'en bénéficie pas parce qu'on ne sait même pas que c'est celle-ci qu'il faut choisir plutôt que celle-là. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile lorsqu'on a des spécialistes de la nutrition
qui viennent vous dire sur des chaînes de grande écoute, que ce soit à la radio ou à la télévision, que manger dans les fast-food, ça pose aucun problème et que ce sont des nourritures équilibrées. Alors quand on entend des propos aberrants venant de la part de spécialistes de la nutrition, je comprends tout à fait que le néophyte, que la personne qui n'est pas au courant de ces nuances, eh bien, il va se faire complètement, comme on dit vulgairement, bananer parce qu'il ne saura plus faire la différence entre une information juste et une information qui ne l'est pas, parce que justement, il y a des spécialistes. On peut se poser justement la question de l'indépendance de certains spécialistes quand ils arrivent à dire des absurdités incroyable au point que manger dans les fast-foods, ça pose aucun problème sur le plan de la santé, et ils vous mettent en avant le fait que ce sont des nourritures équilibrées, soi-disant parce qu'il y a une feuille de salade qui représente la crudité, une feuille de salade, une tomate, il y a de glucides et protéines, on s'en fout complètement de la qualité, et puis voilà, et puis c'est validé. Donc c'est je comprends que ça soit pas toujours évident, mais le fait, alors d'un côté, voilà, je suis en train d'expliquer les raisons pour lesquelles, pour certains jeunes, ça ne doit pas être évident. Mais par exemple, toi, tu as 26 ans, je me dis que pourquoi toi, à 26 ans aujourd'hui, tu as la capacité de faire des choix et d'autres ne l'ont pas. Et en fait, c'est quand même, alors on pourra m'expliquer que c'est ton parcours, que c'était remis en cause et que ceci, que cela, mais la responsabilité individuelle, de toute manière, elle est présente. C'est-à-dire qu'aucun jeune ne peut s'asseoir sur sa propre responsabilité. Il a une responsabilité. Alors je sais, je cherche pas du tout à mettre un index ou mettre en difficulté certains jeunes en leur disant c'est votre faute. Au contraire, puisque moi j'essaye d'apporter des connaissances. Mais on est dans une société où on ne peut pas se dégager de sa propre responsabilité en disant eh ben, c'est la faute de ceci, c'est la faute de là. Parce que de toute manière, le jour où on tombera malade, eh bien c'est nous qui tomberons malades et on n'enverra pas ni la facture, puis on ne peut pas envoyer la facture des troubles de santé et de l'inconfort qu'on est obligé de vivre avec un cancer ou avec une maladie invalidante. Donc en fait, de toute manière, d'ailleurs on a abaissé la majorité, puisque la majorité a 21 ans et à l'époque de Giscard d'Estaing, je crois ils l'ont mis à 18 ans. Mais le fait qu'on l'ait abaissé ou qu'on ne l'ait pas abaissé, aujourd'hui un jeune est obligé, en fait, s'il veut justement passer entre les gouttes et ne pas se faire manipuler, eh bien il est obligé de se cultiver ou de faire des démarches pour apprendre des choses par lui-même, parce que la société ne lui amènera pas ça sur un plateau. Ce que la société amène sur un plateau, ce sont des informations qui ne dérangent pas l'industrie agroalimentaire. Donc on ne peut pas, d'un côté, encourager l'industrie agroalimentaire à vendre toutes sortes de produits néfastes pour la santé, et ensuite croire que c'est ce système-là qui va vous dire que cette alimentation est toxique, puisque justement, le système, entre guillemets, favorise ce genre d'alimentation. Donc, en fait, il faut être cohérent. Le système, même s'il est nocif, il est cohérent avec lui-même. Il ne donne pas l'information pour remettre en cause l'alimentation qu'il favorise. Donc, c'est à nous à faire, à se prendre par la main et à faire les démarches nécessaires. Et ça ne demande pas un effort gigantesque, ça demande un minimum d'écoute. Et évidemment, il vaut mieux essayer de s'affranchir du groupe. Voilà, du groupe, voilà. Et si le groupe va se jeter par le 4e étage, on n'est pas obligé de faire pareil. Voilà. Donc, en fait, parler de l'alimentation idéale des jeunes, c'est pointer tous les incohérences de notre société, mais aussi ça nous encourage à assumer notre responsabilité en tant qu'être humain. Et puis il faut savoir aussi, c'est que si on le fait pas pour soi-même, on peut être amené à le faire pour les autres si on a une responsabilité, si on a des enfants à conseiller, etc. Donc en fait, il n'y a personne qui ne peut s'affranchir aujourd'hui de ce genre d'émancipation, c'est-à-dire
de volonté d'apprendre par soi-même, parce que c'est pas trop les médias officiels qui, oui, les médias officiels vont vous dire de manger équilibré, mais quand je vois il faut savoir que par exemple McDonald's vend sur la planète chaque jour 60 millions, vend 60 millions de menus chaque jour. C'est énorme, c'est quasiment l'équivalent de la France. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même énormément, il y a des millions de gens qui achètent ça tous les jours. Ça me paraît aberrant. Et donc, soit c'est que les gens n'ont aucune connaissance, soit délibérément ils le font pour détruire leur santé. Donc comme je ne pense pas qu'ils le font délibérément pour détruire sa santé, j'imagine qu'il y a un manque cruel d'informations. Voilà. Parce que bien sûr qu'on va me rétorquer qu'il existe des nutritionnistes et que les nutritionnistes disent du matin au soir qu'il faut manger équilibré, et c'est vrai, mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, conseiller à quelqu'un de manger équilibré sans lui parler de la qualité alimentaire, c'est passer à côté de notre responsabilité. Et ensuite, aller valider et aller dire sur des grandes ondes, sur des grandes radios ou des grandes chaînes de télévision qui ont une forte écoute, aller dire que manger équilibré, c'est la seule démarche à avoir et que les fast-foods, ça pose aucun problème, eh ben moi je pense qu'il y a un vrai problème. Justement, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème d'information et il y a un vrai problème d'orientation. Enfin, on oriente à tort les auditeurs dans une direction qui leur seront défavorables. Voilà. Voilà ce que je pense. Parce que justement, la petite anecdote là, par rapport à tout ce que tu dis tout à l'heure, là sur le paquet que j'ai montré tout à l'heure, ils te disent carrément que ce produit contient à moins de 15%. Alors il y a la vitamine B1, B2, B3, PP, B6, B12, fer. Tu vois, tu as tout là-dedans. Alors les gens, quand ils regardent ça, ils croient que quand ils mangent ce paquet-là, ils vont avoir les vitamines essentielles à leur bon fonctionnement, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que d'ailleurs il y avait un nutritionniste. Moi je critique pas tous les nutritionnistes ou les nutritionnistes en général, parce qu'il y a des nutritionnistes qui sont tout à fait au fait de ce genre de problématiques et qui alertent leurs patients. Simplement, il y avait un nutritionniste qui s'appelle Arnaud Cocolle, ou enfin bref, je ne sais plus son nom, et qui justement avait expliqué que le fait, par exemple, de mettre à l'intérieur d'un petit déjeuner toutes sortes de vitamines, de minéraux qui ont été rajoutés de manière synthétique, fait que le consommateur est un peu déboussolé parce qu'il a l'impression qu'en mangeant ces céréales, eh bien en fait, il a réalisé un équilibre alimentaire. Parce qu'il a trouvé des vitamines, des ceci, des cela, des acides gras, mais après il faut savoir que ce sont des molécules synthétiques, qu'une molécule synthétique, quoi qu'on en dise, n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une molécule naturelle. Bon, après c'est un discours de scientifique, mais moi je sais que pour avoir discuté avec plusieurs scientifiques qui connaissent très bien la problématique, on ne peut pas comparer une molécule naturelle, une molécule de synthèse, même si apparemment, au niveau, on parle d'isomères, c'est-à-dire qu'elles sont identiques, mais avec des caractéristiques qualitatives qui sont différentes. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça serait un peu trop compliqué. En ce qui concerne l'alimentation des jeunes, parce que c'est quand même le sujet de notre échange, il faut savoir que, est-ce que ce que je dis, c'est du vent, ou est-ce que ça correspond à une réalité? Il faut savoir qu'au lycée Appleton, que ce soit au lycée Appleton aux États-Unis, que ce soit dans certaines écoles maternelles, que ce soit dans certains établissements pénitentiaires, eh bien, on a fait des expériences, on a modifié l'alimentation que l'on donnait à ces jeunes. Dans certains cas, on a enlevé tous les additifs alimentaires. Dans d'autres cas, on a donné une alimentation dominante bio-végétarienne, etc. Dans d'autres cas, dans les établissements pénitentiaires, c'était justement sur l'aspect qualitatif qu'on a joué. À chaque fois, il y avait des améliorations des comportements. Les jeunes ou les moins jeunes ou les adultes étaient moins agressifs ou plus du tout agressifs, avaient des résultats scolaires bien meilleurs, avec des tests de QI largement améliorés.
Et quand on voit ce genre d'expériences qui ont été faites à maintes reprises dans des lycées, dans des collèges, dans des petites écoles, dans des établissements pénitentiaires, lorsqu'on voit les comportements agressifs, asociaux, largement s'améliorer au point que les jeunes ne rentrent plus dans la récidive ou l'agressivité, alors comment ça se fait que l'alimentation n'est pas utilisée comme outil justement généralisé dans tous les établissements pénitentiaires, dans toutes les écoles ou tous les établissements scolaires. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on avait interrogé on avait posé la question à des représentants de sociétés agroalimentaires, et en fait, ils ont carrément dit qu'ils n'avaient pas envie qu'on fasse ce genre de démarche parce qu'ils n'avaient pas envie d'être exclus. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, si ce genre d'alimentation était exclu, c'est tout un pan de l'industrie agroalimentaire qui, du jour au lendemain, serait dégagé. Et ça, économiquement, ce n'est pas envisageable. Donc, il faut le dire, il ne faut pas être hypocrite, on préfère que l'industrie agroalimentaire continue à faire son beurre au détriment de la santé des consommateurs. On va très bien penser que ce que je dis est excessif, mais si on regarde de manière détaillée et précise ce que je suis en train d'expliquer avec des exemples tels que le lycée Appleton, tels que des collèges et des établissements pénitentiaires, on verra que ce que je dis n'est que la stricte réalité et que je n'exagère rien. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'alimentation qui nous est proposée est une alimentation toxique qui est à l'origine de nombreux comportements de délinquance. Voilà. Si on conjugue les additifs alimentaires toxiques avec les processus très graves qu'une hypoglycémie réactionnelle chronique peut engendrer, eh bien, on comprendra tout à fait les perturbations très graves sur le plan comportemental que ça peut engendrer. Voilà. Je ne sais pas si tu as... alors, juste avant de terminer, pour être précis, l'alimentation, les erreurs à éviter chez les jeunes. Donc, j'ai énuméré tout à l'heure différents points. Et ce qu'on peut rajouter, c'est attention au dessert en général qui est trop sucré, enrichi en caféine. Attention à la consommation excessive en friture, en frites, en chips, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que tu as des questions à me poser? Oui, alors, donc déjà, je voudrais juste pour synthétiser, finalement, en fait, avant même d'avoir un regard sur l'aliment qu'on mange, c'est comme tu parlais dans la vidéo, que d'ailleurs les gens peuvent s'en référer, sur la digestion clé de notre santé. En fait, c'est surtout ça qu'il faut respecter, c'est surtout ça, encore moins chez les jeunes, on le respecte encore moins que... Voilà. Alors, dans le livre La digestion clé de notre santé, j'avais attiré l'attention du lecteur sur la notion de digestion. Et j'avais bien expliqué que même si on a une alimentation équilibrée, saine, qui est parfaite, si on a des troubles digestifs parce qu'on fait des grignotages intempestifs, si on boit des sodas ou des fruits, ou on consomme des fruits à queue à l'intérieur de repas, on va créer des troubles digestifs et ça va engendrer toutes sortes de problèmes à distance. Donc, mais le problème des jeunes, il est, en fait, c'est pas uniquement ça. Non, mais si ce n'était que les troubles digestifs, mais ils ont une alimentation en règle générale qui est déséquilibrée en termes de classe alimentaire, qui est de piètre qualité, et en plus de ça, je suis d'accord avec toi, ils font ce qu'on appelle des associations alimentaires incompatibles, et qui va encore empirer la situation. Mais en fait, c'est simple. Si aujourd'hui j'avais à conseiller des jeunes sur leur alimentation, voilà, je leur dirais déjà d'éviter d'avoir ce réflexe. Alors, si un jour on mange un steak frites, c'est pas nocif. C'est pas nocif. Oui, ça l'est, mais ce n'est pas nocif pour la santé si c'est pas répété quotidiennement. Alors, en fait, c'est ça. Ça a un caractère exceptionnel et que une alimentation équilibrée de bonne qualité et saine, c'est pas très compliqué à réaliser. Il suffit d'avoir des céréales, des féculents de bonne qualité, par exemple des pâtes ou du riz complet ou semi-complet. On peut même manger de temps en temps du blanc, des pâtes blanches, du riz blanc, à condition que ça soit plutôt d'origine biologique. Et il faut savoir que si on mange ces céréales avec des légumes, l'indice glycémique va être diminué.
Donc en fait, avant de parler de complet, semi-complet ou de complètement raffiné, il faut voir la qualité, quelle est l'origine, bio ou pas bio. Après, c'est vrai que le raffiné, quand une céréale est raffinée, eh bien l'indice glycémique, la concentration de sucre est plus forte. Mais il faut savoir aussi que la concentration de sucre est différente si on mange un aliment seul que si on mange un aliment intégré à un repas. Par exemple, si tu manges un morceau de sucre, par exemple, pas un morceau de sucre, mais quelque chose de concentré en sucre, par exemple comme le miel, à l'intérieur d'un repas, alors là c'est un mauvais exemple puisque le miel ne s'associe pas avec les aliments avec les aliments en général. Mais si par exemple tu prends, allez, par exemple, 2 ou 3 cuillères à café de sucre, je sais pas moi, que tu mets dans une compote ou que tu mets dans un aliment pour le sucrer au dessert, eh bien, c'est que ce sucre, s'il est incorporé dans un repas, n'a pas de réaction hyperglycémiante, alors que ce sucre consommé seul, loin des repas, parce qu'il va passer immédiatement dans le sang, aura une réaction hyperglycémiante. Donc un aliment qui a un indice glycémique élevé n'a pas la même réaction s'il est incorporé à l'intérieur de repas avec toutes sortes d'aliments à côté, avec des fruits, des légumes, avec des fibres, etc., que consommé isolé, où là la réaction de la glycémie sera élevée. C'est pour ça qu'en fait, si tu consommes un aliment à indice glycémique élevé à l'intérieur d'un repas, c'est pas nocif en soi, alors que consommer hors des repas, oui. C'est pour ça que le grignotage entre les repas, d'un côté c'est nuisible parce que ça interrompt une digestion, ça empêche une digestion d'aller jusqu'à son terme, normalement, et en plus de ça, ça peut créer des réactions d'hyperglycémie. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est bon à prendre en compte. Mais ouais. Mais voilà, justement, je crois que j'ai fait le tour. Ça fait combien de temps là que ça dure la on vidéo? est sur plus d'une demi-heure. Donc la vidéo, elle va être un peu longue malheureusement, mais après, bon, au pire, ben, les gens qui regardent, ils peuvent couper en 2 fois, regarder l'autre partie un autre jour. Enfin voilà, tant pis. De toute façon, quand on doit parler, on doit parler. Mais j'avais encore moi, alors j'ai 2 petites questions. Tant pis, on les aborde si la vidéo elle est longue. Par rapport tu parlais des céréales et compagnie, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on mange des céréales souvent transformées, hein, comme tu disais, le pain blanc et compagnie, donc c'est là que c'est surtout délétère. Mais est-ce que tu ne penses pas que, même sans parler de transformation céréales transformées, ou qu'aujourd'hui on a plus de chromosomes qui ont été changés et compagnie, est-ce que tu trouves pas, c'est une question, hein, est-ce que tu trouves pas qu'on consomme quand même trop de céréales par rapport au bol de fruits et légumes qu'on mange, tu vois? Je ne trouve pas qu'aujourd'hui les jeunes, même si ce seraient des céréales pas transformées complètes comme tu disais, mais qu'on a tendance à trop en manger en fait aujourd'hui des céréales. Ouais. Alors, cette histoire de céréales, alors qu'est-ce que tu entends par céréales? C'est quoi? C'est le riz? Tout ce qui est à base de céréales, ouais, tout ce qui est à base de produits céréaliers hautement protéinés. Et alors c'est vrai que officiellement le PNNS dans ses recommandations, encourager à consommer une bonne quantité, une quantité notable de glucides. Et voilà. Et je sais que la nutrition.fr, dirigée par Thierry Soucard, avait pointé ce conseil parce que ce n'est pas forcément très judicieux d'encourager une très forte consommation de céréales, parce que pour plein de raisons. Parce que, voilà, parce que est-ce qu'il faut accumuler des grosses quantités de sucre? Bon, bref. Moi, je pense d'ailleurs que le conseil de la nutrition du site de la nutrition.fr, personnellement, j'irais plutôt vers leur proposition qui me paraît plus juste, puisqu'ils demandent une quantité plus restreinte de glucides, et eux, par contre, ils encouragent à majorer un peu la quantité de protéines, si je ne me trompe pas. Bon, moi, personnellement, je ne me retrouve pas j'ai pas de difficulté là-dessus, parce que je pense qu'il faut des glucides, des lipides, des protides, il faut des crudités, légumes et fruits. Après, en termes de quantité, oui, c'est vrai qu'on peut être amené à conseiller. Moi, je pense que si on a une
alors c'est vrai que dire une bonne assiette, une assiette moyenne, ça veut trop rien dire, mais c'est déjà en fonction, parce que c'est difficile de conseiller comme ça, parce que c'est en fonction de l'âge de la personne, de son activité physique, etc. Mais moi par exemple, je mange très souvent du riz, j'adore le riz, du riz d'origine biologique c'est possible. J'aime bien aussi le riz blanc. C'est du riz parfumé. Alors évidemment on pourrait me reprocher et me dire que c'est du riz raffiné puisqu'il n'est pas semi-complet ou complet. J'en mange pas tous les jours, mais ce riz blanc je le trouve très agréable au goût, mais je n'ai pas de problème avec la glycémie parce que je l'associe avec des légumes cuits et des légumes crus. Donc en fait on sait très bien que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un sucre change complètement de nature en termes de glycémie, s'il est incorporé avec des crudités, avec des fibres, ou s'il ne l'est pas. Voilà. Oui, même un sucre rapide, soit entre guillemets, puisque ça n'existe pas vraiment cette notion, mais un sucre indice glycémique élevé sonne différemment, aura des conséquences différentes s'il est intégré dans un bol alimentaire que s'il est pris hors des repas, comme je disais tout à l'heure. Alors c'est vrai que les conseils officiels ont tendance, c'est vrai, à encourager plutôt une consommation majeure lucide, et je pense que là c'est pas forcément le meilleur des conseils à donner, puisque la majorité des jeunes justement ont une tendance à consommer trop de sucre en valeur absolue, et en plus de ça des sucres à indice glycémique élevé, et on sait qu'à force de faire ça on va vers le prédiabète et le diabète, et avant d'aller vers ces pathologies on a des troubles, cela entraîne des troubles du comportement, et j'encourage vraiment les personnes qui regarderont cette vidéo à regarder justement les vidéos du neurochirurgien Blaylock qu'on trouve sur YouTube, où il explique très bien que l'hypoglycémie réactionnelle est à l'origine de beaucoup de comportements de délinquance et d'agressivité, ou à moindre effet de perturbation au niveau du comportement. Voilà. Donc beaucoup de gens ignorent les conséquences gravissime d'une hypoglycémie réactionnelle. Moi, je l'ai vu sur moi-même. J'étais un tempérament, alors je suis toujours tempérament nerveux, mais quand j'avais une bonne partie de céréales dans mon alimentation, j'étais beaucoup plus nerveux que je le suis actuellement, où là j'ai réduit largement. Alors moi, je vois ça changer en moi sans que je fasse après, quoi que ce soit. c'est vrai que l'histoire des céréales, un crudivore, il y a certaines personnes qui ont, pas les crudivores, oui, en l'occurrence les crudivores, mais il y a certaines personnes qui ont décidé de ne plus manger de céréales. Bon, alors évidemment, pour eux, ils ont plus ce problème, d'ailleurs, ils peuvent avoir d'autres problèmes. Mais bref. C'est pas le propos de cette discussion. Ce que je voulais dire, c'est que les céréales, pour moi, ne posent pas un problème en soi. Je sais que, je sais que il y a certaines personnes qui disent que les céréales sont antiphysiologiques et que, étant donné que les céréales, on est obligé de les manger cuites, ça signifierait que ce n'est pas adapté pour l'homme. Bon, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Personnellement, je sais que déjà, ce que je peux dire, c'est que les graines germées, la germination nous permettrait de manger des céréales crues, puisque on peut manger du blé germé, de l'orge germé, etc. Et quand on mange ce genre de céréales, on sait que le fameux gluten n'existe plus si la graine est bien germée, et je dirais même plutôt à l'état de pousse, ou quand le pouce devient vert, alors le gluten, qui est une protéine à lourde architecture, va se transformer en acides aminés beaucoup plus simples, et des protéines beaucoup plus simples, on va dire. Et donc, dans ce cas-là, le gluten aura disparu. Mais au-delà de cette simplification, je ne fais pas partie des gens qui pensent que les céréales... la consommation de céréales est nocive pour les consommateurs. Elle est nocive si elle est consommée de manière excessive. Elle est nocive si on le fait à partir de céréales raffinées. Elle est nocive, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des riz incollables, des riz qui ont été transformés.
pour justement faciliter et accélérer la rapidité de cuisson. Personnellement, ça, je n'y adhère pas du tout. Ces transformations altèrent la chimie de ces aliments et les rendent des fois indigestes ou nocifs. Donc, j'y adhère pas. Est-ce que les céréales sont anti-physiologiques pour l'être humain parce qu'on est obligé de les faire cuire? Ça, pourquoi pas, ça peut se défendre. Moi, personnellement, je consomme un peu de céréales et je n'ai aucun trouble de santé. Par contre, si on mange trop de céréales qui contiennent du gluten, on peut avoir le nez qui coule, on peut avoir toutes sortes de symptômes. Mais arriver à condamner les céréales de manière globale pour tout le monde, c'est pas bon, il n'y a pas d'arbitraire. Je ne suis pas trop dans ce registre. Moi non plus. Voilà. D'ailleurs, si tu veux, regarde, moi je te donne mon avis, je trouve que tu as raison dans ce que tu dis. Alors moi, je suis de ceux qui pensent et qui ne font pas que penser que certes, les céréales, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus physiologique. Alors je dirais pas physiologique, mais ce qu'il y a de plus physiologique. Je pense que c'est clair qu'un fruit est plus physiologique qu'une céréale. Il n'y a pas à démordre là-dessus. Mais seulement, c'est bien beau de dire c'est pas physiologique la céréale, donc on n'en mange pas. C'est pas parce que c'est pas physiologique qu'on peut pas en manger. Moi je pense que c'est pas du tout le cas. Parce que c'est bien beau, si on considère que les aliments les plus physiologiques, c'est les fruits et les légumes, c'est bien, c'est une chose. Mais manger des fruits et légumes, manger crus, alors qu'on est dans le nord et qu'il fait froid et qu'on n'est pas du tout dans un cadre physiologique, c'est plus physiologique pour moi. Donc, il y a toujours une nuance à avoir. C'est bien beau de dire ça, c'est pas physiologique, ça l'est. Mais dans quel cadre tu es déjà? Voilà. Je ne sais pas si on peut parler de cadre physiologique. Ce que je dis, c'est que là, je suis complètement d'accord avec toi, que l'alimentation, déjà, on doit l'adapter en fonction du climat. Ouais. C'est vrai que Esquimau, si tu lui donnes des jus d'orange tous les matins, ben, ça va poser un problème parce que lui, il a besoin d'une alimentation qui soit justement souvent riche en graisse et avec un bon apport de protéines parce qu'il a besoin de lutter contre le froid. Il a besoin, si possible, d'avoir lui-même une bonne densité en termes de graisse pour se protéger contre le froid. Donc, on ne peut pas proposer à un Africain la même alimentation qu'un Esquimau. Donc là, on voit bien que de parler de physiologie, comme je l'entends de temps en temps, qui serait standardisé pour tous les êtres humains, pour moi, c'est un discours qui est erroné parce qu'il faut tenir compte du contexte. Il faut tenir compte du contexte, mais il y a une notion qui est souvent que je trouve absente dans les conseils, souvent sur Internet, c'est la notion de terrain. Personne n'en parle, ou très peu de gens en parlent. Et la notion de terrain, eh bien, explique que certaines personnes vont très bien s'adapter aux fruits à queue, comme les oranges ou les pommes, les poires, les cerises, les ceci, les cela, et que les personnes qui ont un terrain assez déminéralisé, qui sont sous vitaux, eh bien, ça va pas être adapté, vraiment adapté ce genre de fruits pour eux. Au contraire, ça va les dévitaliser, les déminéraliser, et ça peut, comme on dit vulgairement, flinguer leur santé si on en consomme trop. Donc, en fait, parler d'alimentation physiologique sans tenir compte de la notion de terrain individuel, sans tenir compte du climat dans lequel la personne vit, sans tenir compte de son âge, sans tenir compte de son activité, ça me paraît être des propos sans doute très beaux sur le plan théorique, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, bien sûr, dire ça ne veut pas dire pour autant que la physiologie, il ne faut pas en tenir compte. Oui, la physiologie, il faut en tenir compte, puisque moi je parle fait qu'il faut respecter les temps de digestion, les associations alimentaires, et là on est bien dans la physiologie digestive. Mais pour autant, on arrive à donner des conseils qui me semblent un peu, au minimum, caricaturaux, ou bien un peu excessifs, en disant tel aliment n'est pas physiologique. Donc, à force de rentrer dans des discussions ou des comportements ou des raisonnements idéologiques, ben, on arrive à éliminer, alors moi j'en ai vu qui ont éliminé tous les aliments qui étaient obligés de passer par une cuisson, donc ils sont devenus crudivores. Après, il y en a même qui ont éliminé les acides gras, les huiles, parce qu'ils disaient que c'était pas normal pour d'être obligé de prendre une noix ou une noisette et de la transformer en huile, donc du coup ils mangeaient quelques noix, quelques noisettes, et ensuite eh ben, ils sont rentrés dans des problèmes de santé, et il faut savoir que le manque de corps gras peut avoir des conséquences gravissimes sur le plan neurologique et sur l'équilibre même mental. Donc
donner des conseils à un porte-pièce, eh ben justement, c'est ne plus respecter la physiologie, c'est ne plus respecter énormément de paramètres qui font l'équilibre d'un être humain. Et très souvent, j'ai observé des conseils, pour le moins qu'on puisse dire, un peu simplistes. Et quand on donne des conseils simplistes, on rentre dans des conseils dangereux. Voilà, nous aussi, dangereux. C'est ce que je vois, moi, aujourd'hui. C'est affolant, en fait. C'est affolant. Parce que oui, on te dit oui, alors le cru, c'est ce qu'il y a de plus physiologique et compagnie. Alors on va te dire manger cru, c'est physiologique. Mais manger à 9 h du soir, ça m'étonnerait que ce soit physiologique. Manger dans le bruit, ça m'étonnerait que ce soit physiologique. Enfin voilà, c'est bien beau de dire ça, mais si on met pas le cadre, comme tu disais tout à l'heure, et le terrain qui va derrière, ça n'aboutit à rien. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs. On le voit d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui font ce genre de démarche, les gens qui font ce genre de démarche ont la volonté d'améliorer leur santé. Ils ont une démarche, au moins, ils ont une intention qui est juste au départ. C'est le fait de simplifier les choses à l'excès qui peut devenir à terme incohérent et dangereux. Après, de toute manière, en ce qui concerne le thème de notre échange aujourd'hui, l'alimentation des jeunes aujourd'hui, ils ont son point de rentrer dans ce genre de problématique, puisque eux, les céréales, ils en mangent du matin au soir sous forme de pain, de pâtes, etc. Voilà. Donc en fait, déjà avant de rentrer dans une alimentation plus sophistiquée, commençons par mettre de l'ordre dans cette alimentation qui nous est proposée au quotidien. Et quand on aura fait des efforts de compréhension et d'adaptation avec une nourriture plus équilibrée et plus saine, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, la notion d'équilibre ne suffit pas si elle n'est pas conjuguée avec la notion de qualitative, alors là on pourra se lancer dans des alimentations comme végétariennes, végétaliennes, crudivores, véganes, etc. Et d'ailleurs je ne critique pas les personnes qui adhèrent à ce genre d'alimentation. Moi-même je suis végétarien, je suis un pesco-végétarien, c'est-à-dire je mange du poisson. Je ne suis pas le véritable végétarien à 100% puisque je mange du poisson, mais d'ailleurs je le dis très peu. Moi je sais que la dernière fois j'ai été invité par une personne qui me connaît depuis très longtemps et qui m'a demandé de faire une consultation pour son mari. Et son mari, à un moment donné, me dit dans la discussion qu'elle est devenue végétarienne. Et moi, je lui dis, moi, je suis végétarien depuis très longtemps. Et la personne qui me côtoie depuis 15 ans minimum, eh bien, était étonné que je sois végétarien parce que je ne fais pas du prosélytisme, j'en parle jamais. Et en fait, on n'a pas besoin de se mettre en avant. Si on veut convaincre les gens, c'est plutôt par son comportement que par des longs discours en disant il faut absolument défendre la cause animale, ne plus manger de ceci, de cela. Je sais que c'est des sujets qui sont devenus hyper sensibles au point que certaines personnes ont carrément peur de dire véritablement ce qu'elles consomment, au risque de se faire critiquer, voire remonter les bretelles parce qu'elles ont osé manger un morceau de viande ou quoi que ce soit. Alors moi, je n'encourage pas la consommation de viande puisque je suis végétarien, mais je pense que il serait bien d'être... Alors, tolérant ne veut pas dire tout admettre, mais ce que je sais, c'est que les végétariens d'aujourd'hui et les végétaliens d'aujourd'hui et les végans qui sont végans aujourd'hui ne l'ont pas forcément été depuis leur naissance. Donc ils ont aussi très souvent une période où ils ont été omnivores et donc rien que pour ça c'est bien d'être souple et d'accepter la différence et que d'autres personnes n'ont pas forcément pris conscience qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait éviter. Mais moi en tout cas je ne fais pas de morale dans les conseils que je donne. Je donne des conseils, j'explique aux gens les risques et les avantages qu'ils ont à choisir tel ou tel régime. En plus de ça, je mets l'accent sur la notion de terrain et après, chacun exerce son libre arbitre. Voilà, on n'a pas à faire de prosélytisme, selon ce que je pense. On n'a pas à dire aux gens ça c'est bon, ça c'est moins bon. Au moins au niveau idéologique. Après, on peut les conseiller sur leur santé. Et si à un moment donné, on me demande mon avis sur la consommation de viande, eh ben, je serais peut-être amené à
à dire qu'on peut envisager d'autres options. Mais voilà, je pense qu'on peut dire les choses sans agresser. Et c'est vrai qu'à un moment donné, alors que moi je suis dans ce métier depuis un bon moment, je me suis surpris presque à me censurer tellement je craignais la réaction de certaines personnes qui sont capables de faire des procès d'intention. Et rien que de prendre conscience de ça, je me dis, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. Avoir peur de son discours, avoir peur de ce qu'on peut dire, parce qu'on a... moi, je connais, et toi, tu le connais, tu le sais aussi, il y a des gens qui ont osé critiquer certains adeptes de certains régimes, que je ne vais pas citer, et soit ils ont eu des tentatives de procès, soit des menaces de mort. Quand je vois des choses comme ça, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Soit, bon, peut-être qu'ils ont eu des discours un peu bruts, comment on dit, brut de coffrage, comment on dit brut de décoffrage. Brut de décoffrage. Toujours est-il qu'il y a eu des réactions d'une brutalité, d'une violence inouïe. Et là, on peut se poser les questions sur l'équilibre émotionnel des personnes qui profèrent de tels discours. Voilà. Franchement, je ne pensais pas que ce sujet allait m'amener aussi loin sur autant de sujets. Voilà. Ouais, mais c'est bien, je pense que c'était important. Si c'est venu, c'est que ça devait venir, c'est tout. Voilà. Ouais, ok. Bon, ben écoute, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, bah oui, je pense largement qu'on a fait le tour. Mais il y a toujours à redire et à nuancer. De toute façon, on peut jamais tout condenser en une vidéo, c'est pas possible. On oublie forcément toujours des trucs, voilà. Mais bon, là, il y a un très bon contenu, je suis très content. Ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi. D'accord, ben ça faisait un moment qu'on n'avait plus fait de vidéo. Hein. Ça fait un mois là. Ça fait un bon mois qu'on a. Ah, plus d'un mois, plus d'un mois. Ah non, la dernière vidéo, elle remonte à plus d'un mois. Je dirais 2 mois minimum. Hein. Ah ouais. Bon, ah on a oui. un peu de retard, mais ça va revenir. Voilà, c'est ça qui est bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ben, la dernière vidéo, on l'avait faite, je ne sais plus sur quel thème d'ailleurs. Ah, la dernière vidéo? Sur quel thème on l'avait fait? Eh ben, c'est la digestion clé de notre santé. T'es sûr? Ou alors c'est l'équilibre acido-basique. ou alors, tu vas toutes les passer en revue. Ou alors la notion de qualité. Voilà. Non, tu as raison, c'est peut-être la digestion, ouais. C'est peut-être la digestion. Ou, non, on en avait fait une sur le terrain acide. Et je me demande si c'est la dernière. Acido-basique, c'est peut-être la dernière. Voilà, et c'était pas la digestion clé de notre santé, c'était le terrain acido-basique. Ouais. En tout cas, elles sont sur la page. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était une conférence, une vidéo technique. Tout à l'heure, on discutait ensemble et tu me disais que certaines personnes ont le sentiment que des fois, j'ai un discours un peu technique. Mais ce qui se passe, c'est que à un moment donné, on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Soit on simplifie trop et on nous dit, ah ben en fait, qu'est-ce qui vous avez raison. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas expliqué pourquoi votre point de vue serait juste et pourquoi celui de Pierre-Paul serait faux? Donc, en fait, si on va à la simplification, on se retrouve avec des gens qui en veulent plus. Et quand on donne un peu d'éléments techniques et concrets, là, on dit, ah ouais, c'est un peu trop scientifique. Donc, en fait, à un moment donné, moi, je fais ma part des choses, j'essaie d'écouter tout le monde et après, je fais une synthèse. J'essaie de dire les choses simplement, mais un minimum d'informations. Et d'ailleurs, je crois que à vouloir toujours tout simplifier. S'affranchir d'un minimum de connaissances scientifiques fait qu'on devient tributaire de ceux qui soi-disant le savoir et puis manipulable. Donc je crois qu'il faut accepter de faire un minimum d'efforts pour acquérir un minimum de connaissances scientifiques justement pour ensuite être capable de s'autonomiser et de ne plus être dépendant de celui qui a soi-disant la connaissance scientifique. Voilà ce que je crois. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, j'ai vraiment la volonté d'être à l'écoute de tout le monde, de ne pas avoir un discours trop technique ou scientifique, mais de temps en temps, parfois, j'ai des discours un peu techniques, surtout quand il a fallu réaliser
la vidéo sur le terrain acide et minéralisé, qu'on a parlé des effets tampons, etc., on a été obligé. Et d'ailleurs, tu te rappelles dans quel contexte on avait fait cette vidéo? Parce qu'il y avait quelqu'un que je nommerai pas qui avait dit des choses aberrantes sur le terrain acide, qui avait légitimé tout son discours par un propos scientifique. Et donc, il a fallu faire une vidéo un minimum scientifique pour expliquer qu'on ne pouvait pas dire n'importe quoi et qu'on ne pouvait pas dire, par exemple, que l'alimentation n'avait aucune incidence ou aucun intérêt sur l'équilibre acido-basique, comme on avait entendu, tu te rappelles, dans cette vidéo. Donc, ça aurait été impossible de ma part de dire « Ah ben tiens, on a entendu ceci ou cela et c'est pas juste », et de ne pas s'expliquer, de ne pas donner des paramètres. Et quand on donne des paramètres, on nous explique que c'est trop compliqué. Donc en fait, c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Il faut se le dire. Mais il en faut pour tous. C'est pour ça qu'on est nombreux aussi à le faire. Et voilà. Comme ça, il faut pour tout le monde. Voilà. Alors, super Eric. Je te remercie vraiment pour cette vidéo. Et puis je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. On a dû faire l'heure là. Elle fait 1 heure la vidéo maintenant. Ouais, elle fait 1 heure, ouais. Eh ben, voilà. On n'a pas fait dans le plus rapide. Mais il faut dire que moi, quand j'avais fini mon discours, tu m'as encouragé, posé des questions, etc. Ben voilà. On est les deux fautifs. On est les deux fautifs là. Ouais. Tu m'aides pas à faire des petites vidéos. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à en rajouter, mais et toi, tu me pousses dans la direction. Bon, j'adore ce sujet, donc voilà quoi. J'espère que les auditeurs. Voilà, en fait, on aura le public qui s'adaptera ou qui correspondra à notre démarche. Ouais, si on a un public qui veut des vidéos simplistes en 5 minutes, eh ben, pas de nos vidéos qui sera écouter. Non, vous pouvez aller voir Nicolas sur Internet. C'est à toi qui le font très bien. Ça marche. Bon, allez. Bonne fin de journée, Eric, et à bientôt. Allez, salut. Ciao, ciao.